Bonsoir, on est dans le cadre d'une audition, dans le cadre de notre travail programmatique. Pour rappeler brièvement les choses, Jean-Luc Mélenchon, en annonçant sa candidature, a permis à tous les citoyens de mettre des contributions programmatiques sur différents chapitres sur son site internet, tout en repartant de la base de l'Humain d'abord, qui avait été notre programme en 2012. Parallèlement à ce processus de contribution citoyenne, nous avons donc organisé un certain nombre d'auditions avec des spécialistes sur chaque question, des chercheurs, des syndicalistes, des personnes qui sont engagées dans le débat public sur une question ou sur une autre. Pour animer cette audition, Charlotte Girard, qui coordonne le travail programmatique dans le cadre de la campagne, et Nora et moi-même. Jean-Luc Mélenchon s'excuse puisqu'il est en Espagne dans le cadre de la campagne législative qui se conclut dans quelques jours. L'audition qui va se dérouler porte sur les liens entre la science, le débat public, les citoyens et les décideurs. Pour cela, on reçoit donc deux membres de la Fondation Sciences Citoyennes, Christian Vello, qui est enseignant-chercheur en génétique moléculaire à Paris 11 et membre de la Maison des sciences humaines de l'Université de Caen. Et également membre du CRIGEN, donc le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, ainsi que Jacques Testard, donc, chercheur honoraire à l'INSERM, ancien chercheur de l'INRA, spécialiste de la procréation naturelle et artificielle, qui est notamment également chroniqueur pour les revues La Décroissance et au Sarcophage, qui a également publié un livre en 2015, L'humanitude au pouvoir, comment les citoyens peuvent décider du bien commun. Et donc les enjeux pour cette audition, juste pour déposer brièvement, c'est évidemment un contexte de progrès, en tout cas d'évolution scientifique dans plusieurs domaines, les biotechnologies, le numérique, également de l'enjeu environnemental de lutte contre le réchauffement climatique qui amène la science et le politique à avoir de plus en plus de rapports, en tout cas la science à avoir beaucoup plus d'influence dans les choix politiques. Et on constate qu'aujourd'hui, ces choix scientifiques et technologiques, ils sont souvent hors de portée des citoyens. Ils sont souvent, en fait, les grandes entreprises, les multinationales ont une influence bien plus importante que celle des citoyens dans ces choix scientifiques et technologiques. Donc on va se demander de façon large comment, dans le cadre de notre projet de 6e République, on peut mieux associer chercheurs, citoyens, et comment on peut mettre la science au service de l'intérêt général et au service de choix réellement démocratiques. Pour peut-être commencer à introduire le débat, je vais vous donner la parole. La Fondation Sciences Citoyennes a proposé, il me semble, en 2013, un principe, un mécanisme en tout cas qui permettrait peut-être de mieux associer ces questions scientifiques au choix démocratique, mieux que les mécanismes qui existent aujourd'hui, qui sont donc le principe des conventions de citoyens. Peut-être vous pouvez dire un mot là-dessus pour commencer. Bon, Jacques, alors. Un peu plus qu'un mot alors, parce que je comptais parler à peu près que de ça, mais je comptais parler surtout de ça parce que, je vous ai amené de la doc là-dessus, parce que finalement si on avait un dispositif légalisé que nous on appelle convention de citoyens, et qui est un outil permettant à la population d'exprimer ce qu'elle souhaite, alors ça supprimerait un tas de débats actuels. Je pense qu'il y a plein de débats sur le revenu de base, sur les OGM, sur tout ça, ça peut être traité par ce genre de structure, par des conventions de citoyens. Donc c'est quelque chose qui est important, qui dépasse l'espace de la recherche. Nous, à Sciences Citoyennes, on l'a surtout travaillé là-dessus dans le cadre de la recherche finalisée, des innovations. Mais il me semble qu'on peut, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin, on peut élargir tout à fait l'usage de cette procédure à des thématiques directement politiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convention de citoyens? C'est un moyen d'obtenir l'avis éclairé de personnes qui sont
indépendante d'intérêts particuliers. Tout le monde a des intérêts, a intérêt à quelque chose, mais qui n'a pas d'intérêt particulier marqué, et qui sont assez compétentes parce qu'ils ont une formation contradictoire, donc on leur a donné tous les points de vue, de telle façon que ça leur permet de prendre un avis après avoir discuté avec d'une part des experts, mais aussi les citoyens de la Convention entre eux. Ça leur permet de rédiger eux-mêmes un avis sur le problème qu'on leur a soumis. Donc ce qui est extraordinaire dans ce truc-là, dont je pourrais expliquer peut-être dans un deuxième temps comment on fait les modalités, mais sur le sens que ça a, ce qui est extraordinaire, c'est que les citoyens qui sont mis là dans une situation, ils sont tirés au sort. Ils ne sont pas payés, c'est fondamental ces deux points-là. Ça c'est dans notre projet, c'est pas du tout ce qui se passe dans les conférences de citoyens actuelles, hein, où ils ne sont pas vraiment tirés au sort et où ils sont payés. Donc ça fausse un peu le résultat. Mais dans cette situation, les citoyens se piquent un peu au jeu démocratique, sentent qu'on leur a donné une mission, et ils ont des réactions tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils développent l'intelligence collective, ce qu'on voit dans tous les groupes qui travaillent ensemble, mais en même temps, ils développent l'empathie, de l'altruisme. C'est-à-dire qu'ils ne proposent pas des solutions qui soient bénéfiques pour eux-mêmes ou pour leur famille ou leurs proches, mais des solutions qui sont bonnes pour l'humanité, y compris les gens du Sud, et y compris l'humanité à venir dans les générations suivantes. Je crois qu'il n'y a aucune situation qui permet d'obtenir ça. En tout cas, les experts, eux, ont le nez rivé sur ce qu'ils connaissent bien, mais ils se foutent complètement des conséquences qu'il peut y avoir pour plus tard. Donc ils sont utiles, les experts, pour apporter leur point de vue, mais pour que ce point de vue devienne intelligent, devienne quelque chose de socialement utile, on a besoin d'une interprétation par le bon sens, par le sens commun, avec cet effort des gens pour chercher à comprendre et pour produire un avis. On me demande quelquefois, mais c'est quoi le sens commun, le bien commun, parce que je dis au service du bien. Ben, le bien commun, c'est ce que définissent les citoyens qui sont dans ces conventions de citoyens. C'est-à-dire que personne ne peut, a priori, dire, voilà, ça, c'est bon pour tout le monde. Ni un parti politique, ni un syndicat, ni une association, ni un particulier, ni un industriel. Personne ne peut dire ça, parce qu'on est tous entachés d'un passif, d'idéologie, d'intérêt, alors que là, on a affaire à des gens qui ont été choisis justement pour être indépendants, même idéologiquement, puisque si des gens ont déjà un avis sur la question et qu'on les attire au sort, on ne les prend pas, on ne les retient pas. Il faut des gens qui soient relativement profanes, autant que c'est possible. Et ensuite, ils vont avoir une formation très poussée, de façon à ce qu'on tende le plus possible vers l'objectivité. Et on a donc affaire là à une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Moi j'ai appelé ça l'humanitude, c'est ce mélange d'intelligence collective et d'empathie. C'est quelque chose qu'on trouve dans les grandes grèves par exemple aussi, que moi j'ai connu, je suis vieux, j'ai connu ça en 68. C'était dans l'ambiance autour de la Sorbonne, partout. Il y avait de l'inventivité, de la créativité, et en même temps il y avait une camaraderie de tout le monde. Donc c'était, dans les périodes exceptionnelles, on peut éprouver, on peut voir à l'œuvre cette humanitude. Mais elle n'apparaît pas au jour le jour. Si bien que c'est pas du tout par opportunisme vis-à-vis de la société en disant les gens savent tout, les gens sont bons, les gens vont prendre les bonnes décisions. Non, je crois que si on ne les met pas dans des situations tout à fait artificielles, comme celle que je viens de décrire brièvement, les gens sont prêts à n'importe quelle connerie, à nous ramener la peine de mort, à n'importe quoi. Mais dans une situation comme ça, c'est impossible. C'est impossible, ce genre de truc ne peut pas arriver. Alors, vous allez me dire, mais quelle preuve vous avez de ça? Il y a quand même un passif, il y en a eu des centaines dans le monde, il y en a eu une bonne douzaine en France, faites dans des conditions beaucoup moins bonnes que celles que propose Sciences Citoyennes, mais malgré tout, où s'est quand même créée cette humanitude dans le groupe. Et quand on voit les résultats, je les donne en annexe de mon bouquin, j'analyse une douzaine des conférences de citoyens qui ont eu lieu en France depuis la première qui était en 98 sur les OGM, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça produit des idées nouvelles, c'est complètement ingénieux, mais en même temps, ça produit des possibilités de vivre ensemble. Et c'est du concret, c'est pas des idées en l'air. Et ça se retrouve à chaque fois, même quand c'est pas vraiment bien fait. Donc, c'est-à-dire que si les gens sont payés, c'est beaucoup moins efficace, par exemple. Or, aujourd'hui, ils sont toujours payés.
pour des raisons qu'on peut analyser, parce que pour l'Institut de sondage, qui est chargé techniquement de recruter le panel, ça lui coûte moins cher de payer des gens que de faire l'effort d'aller chercher des gens par une véritable enquête qui prend beaucoup de temps. Donc il y a des solutions de facilité. De même, c'est fait un peu à la va-vite aujourd'hui, c'est bouclé en quelques jours, alors que nous, dans notre protocole, ça dure plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a 3 week-ends où les citoyens sont mobilisés, mais tout ça s'est étalé sur une période pour avoir le temps de digérer les acquis et d'échanger. Donc voilà, en 2 mots, voilà ce que c'est, mais je pourrais vous expliquer mieux le protocole. Puisque j'ai la parole, nous, si je ramène un peu à la recherche, notre propos à Sciences citoyennes, c'est de réenchanter la recherche, parce que le chercheur aujourd'hui est souvent mal à l'aise. Souvent il dit, bon, bah moi, je fais mon boulot, je fais là où on me dit de faire, et après la société se débrouillera avec mes découvertes. Bon, c'est un peu facile. Mais en même temps, c'est vrai que le chercheur n'a pas tellement le choix, parce que de toute façon, c'est pas lui qui décide de son sujet, c'est les contrats qui sont proposés et auxquels il a pu souscrire, et s'il a un peu de chance, il y en a 1 sur 10 qui va réussir à avoir le contrat. Donc c'est une lutte, j'imagine que les collègues qui vont venir après vont vous l'expliquer, c'est une perte de temps pour les chercheurs, c'est vraiment au niveau de l'économie de la recherche, c'est scandaleux. Mais en même temps, le chercheur se retrouve coincé dans un système où il a de moins en moins de liberté, mais si on regarde bien, de plus en plus de responsabilités, parce que de plus en plus, c'est dans les laboratoires de recherche que s'échafaude le futur, quand même. Pas seulement le futur technique, mais on peut dire le futur. On pourrait parler d'un tas de choses, telles que le transhumanisme, qui sont des vrais sujets. Tout ça, ça s'élabore dans les centres de recherche, très discrètement, avec des crédits qui sont donnés officiellement. Donc le chercheur n'est pas bien à l'aise, et pour qu'il soit à l'aise, il faudrait qu'il ait conscience de travailler pour la société, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc là, c'est là qu'on propose des conventions de citoyens, y compris en amont de la recherche au niveau des sujets. Parce que les grandes thématiques de recherche finalisée, entendons-nous, hein, il ne s'agit pas de recherche des mathématiciens pour résoudre une équation, mais des recherches, par exemple, pour travailler, même de façon théorique, sur le génome, de façon à fabriquer des plantes transgéniques qui seraient plus efficaces, ça mérite qu'on ait décidé qu'on a envie de recherche là-dessus, ou bien qu'on préfère des recherches sur l'agrobiologie, par exemple. Donc de passer par des conventions de citoyens pour la répartition des budgets. Ces conventions de citoyens donneraient un avis au Parlement, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est arrivé. Moi, quand j'ai commencé mon métier de chercheur, le budget de la recherche était voté au Parlement avec les grandes priorités. Je ne sais pas en quelle année ça a disparu, mais ça a disparu au cours de la Ve République, et aujourd'hui, le Parlement n'est pas du tout concerné par les thématiques de recherche. Il peut intervenir au niveau des sous. L'office parlementaire. L'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, c'est une assemblée de 35 à 40 députés et sénateurs, moitié-moitié, qui en général sont choisis ou se choisissent parce qu'ils étaient profs de sciences, ils étaient médecins, ou je sais pas, donc ils sont supposés compétents pour parler de science, ce qui est complètement aberrant, c'est le plus dangereux. Un type qui est médecin, il n'a aucune capacité pour parler des OGM, par exemple, mais même pour parler de procréation assistée. Tout a changé tellement vite qu'il ne connaît rien. Donc il peut se mettre l'auréole du savoir, et c'est très grave. Il vaut mieux prendre un agriculteur ou un anthropologue pour parler de ces sujets-là, parce qu'il fera au moins l'effort de chercher à comprendre. Alors cet office parlementaire, il a pour but effectivement d'élaborer des points de vue sur des sujets d'actualité, en réunissant des experts, en organisant donc des sessions, des séminaires et des sessions où on écoute les gens, et où ils discutent, et de transmettre cet avis-là ensuite à l'Assemblée nationale, qui en général ne le discute pas vraiment, parce que c'est la science. La science, ça emmerde les élus, hein. Faut quand même le savoir. Ça emmerde les élus, ils ne sont pas élus pour faire de la science, et en général, c'est pas les sujets, autant des sujets de société, le foulard et tout ça, ça les émoustille, mais les sujets scientifiques, ça les emmerde profondément. Donc ils éliminent, et c'est pour ça, je crois, qu'on a créé l'office parlementaire. C'est pour éliminer le truc dans un petit groupe. Donc je disais que les thématiques de recherche finalisées, elles devraient d'abord être examinées par une convention de citoyens qui déterminerait les priorités. Ça veut dire en gros les parts de budget qu'on peut donner. Donc il ne s'agit pas des recettes de laboratoire, il ne s'agit pas de transformer le citoyen en technicien de labo. Hein. Mais les grands sujets, ils sont tout à fait capables de savoir ce qu'ils veulent à partir d'une formation où ils entendront tous les points de vue.
Et ensuite, il pourrait transmettre cet avis au Parlement, qui pourrait, ça ce serait quand même, c'est quelque chose qui a existé il y a 50 ans, qui pourrait ensuite prendre les décisions, puisque c'est comme ça dans notre démocratie parlementaire, prendre des décisions, mais en ayant reçu un avis de la société, qui actuellement fait complètement défaut, puisque quand les parlementaires prennent un avis, d'ailleurs ils ne le prennent pas, on leur donne, c'est les lobbies. Donc les lobbies de la recherche et les lobbies de l'industrie qui vont appuyer pour pousser ici ou là. Alors ça c'est donc en amont de la recherche. Ensuite, quand l'innovation est produite, et on en produit tous les jours, il y en a plein qui posent problème. Et de même, les conventions de citoyens, là, auraient un rôle très important pour savoir jusqu'à quel point on va disséminer une innovation, on va l'interdire, on va l'autoriser dans telles conditions. Et c'est jusque-là, d'ailleurs, à peu près à ça seulement qu'ont servi les conférences de citoyens. Moi, je parle de conventions de citoyens. En fait, il s'agit des conférences de citoyens, mais avec un protocole très strict. Donc, on a changé le nom pour ne pas confondre. Parce que conférence de citoyens, ça ne correspond pas à un protocole. Ça correspond à une idée générale. On a tiré une quinzaine de personnes au sort, et on leur a donné une formation, on leur demande leur avis. C'est pas beaucoup. Nous, on a fait un protocole et un projet de loi, il y a déjà 10 ans, on a fait un projet de loi dans lequel on précise, donc on a appelé ça les conventions de citoyens. Donc là, ça servirait pour la régulation des innovations, toujours dans le sens de la recherche du bien commun. Juste avant de laisser la parole à mon camarade Christian, je dirais que réenchanter la recherche, c'est aussi des nouvelles pratiques de recherche. C'est développer la collaboration plutôt que la compétition, comme actuellement. Cette compétition, elle est lamentable, elle est complètement contraire à l'esprit scientifique. Donc c'est développer la recherche participative, dont Christian va nous parler, développer l'interdisciplinarité, c'est-à-dire faire appel aux sciences humaines et sociales largement, parce que dans des situations de complexité où nous mènent les sciences dures, il n'y a pas de capacité du côté des experts en sciences dures de penser la complexité. Ce n'est pas leur métier, ils sont incapables de le faire. Et là, on a besoin des sciences humaines et sociales. Donc l'interdisciplinarité, ce serait ça. Toujours pour réenchanter la recherche. Il y a l'internationalisation des recherches prioritaires. Il n'est pas normal qu'il y ait une compétition entre le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et les autres pays pour rechercher une parade à un virus qui va nous tomber dessus d'un seul coup, et il faut aller très vite. De même pour les changements climatiques. Il y a beaucoup de travaux à faire pour l'agroécologie, pour un tas de sujets. Il y a des sujets prioritaires sur lesquels il devrait y avoir une démarche internationale pour développer des recherches collaboratives. Donc ça n'existe absolument pas. Aujourd'hui, c'est la compétition à mort, parce que derrière, il y a les brevets, dont je pense que nos collègues tout à l'heure nous parleront de ça. Aujourd'hui, la recherche, elle est déjà en marché avant même d'être produite. Et puis je dirais un dernier point, développer la culture de la précaution, c'est-à-dire le principe de précaution, qui nous paraît indispensable, qui actuellement est battu en brèche, pas seulement par la droite, mais aussi à gauche. On parle du principe d'innovation. Tu veux dire à droite? Oui, la droite qui s'appelle gauche. Donc la culture de précaution nous paraît quelque chose de fondamental. Et puis la culture de l'alerte, je pense que Christian en parlera aussi. C'est quelque chose, l'alerte est indispensable. C'est pas seulement d'un point de vue, on pourrait dire, généreux par rapport aux lanceurs d'alerte, c'est pas seulement de seconder, de venir en aide, c'est que un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a un rôle économique fondamental, puisqu'il va éviter éventuellement de nous amener dans une impasse sanitaire. Donc c'est quand même vachement important. Au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, l'alerte est quelque chose de fondamental. Donc voilà, je m'arrête là, puisqu'après on discute. Enchaîne direct. On posera les questions après. Oh oui, je préfère. Parce que Oui. je crois que c'est très complémentaire. Donc, oui, alors, pour compléter donc, ce que vient de dire Jacques, parce qu'en fait, tous ces aspects sont effectivement extrêmement liés, c'est... bon, à Sciences Citoyennes, on se bat pour essayer de construire des passerelles, en fait, entre la recherche institutionnelle et le tiers secteur scientifique. Parce que nous, à Sciences Citoyennes, on considère que la recherche ne peut pas se faire en vase clos. Et que la science, que la démarche scientifique en tout cas, n'est pas le privilège des scientifiques. C'est-à-dire qu'autant, je prends souvent ce parallèle en disant il y a des professionnels de politique qui sont certains élus, et puis il y a des professionnels de la science qui sont les chercheurs. Mais la démarche scientifique, c'est comme l'action politique, ça appartient à personne, ou plutôt ça appartient à tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'être un scientifique de métier pour avoir une démarche scientifique. Et nous, à Sciences Citoyennes, ça nous a donc l'idée, c'est bien sûr de construire des passerelles
entre la recherche institutionnelle et le tiers secteur scientifique, et surtout de faire en sorte que la recherche redevienne un bien commun. La recherche, d'un point de vue purement fondamental, la recherche, c'est déjà comprendre comment, c'est acquérir des connaissances, c'est contribuer à l'épanouissement de l'individu. Et moi, à titre personnel, j'ai toujours considéré que la recherche était avant tout un acte gratuit, au même titre que la culture, au même titre que la peinture, que la sculpture, que la musique. C'est-à-dire quelque chose qui est inutile au sens, au sens de l'utilité économique qui est celle d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut voir que le budget de la recherche connaît les mêmes déboires que celui de la culture, d'ailleurs. Hein. Et donc, en fait, les gouvernements successifs, depuis, on va dire, tous les gouvernements de droite depuis 30 ans, qui se sont succédés, la droite officielle et la droite dite socialiste, tous ces gouvernements ont systématiquement contribué à une déresponsabilisation du financement de la recherche publique. Ce qui a inévitablement conduit à une part de plus en plus importante du domaine du privé dans le financement de la recherche. Et aujourd'hui, quand on postule à un appel d'offres, quand on répond à un appel d'offres pour faire de la recherche, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, et bien même souvent au niveau régional, également au niveau des collectivités territoriales, pour les régions qui ont, disons, ça ne fait pas partie des missions obligatoires des régions, mais pour les grosses régions comme l'Île-de-France, la région PACA, etc., qui ont la possibilité de financer une certaine activité de recherche, c'est très souvent de la recherche, enfin, du partenariat public-privé, c'est-à-dire pour servir le tissu économique local ou le tissu économique européen ou national. Et donc, c'est du partenariat public-privé, et donc le peu d'argent public qui va encore à la recherche, il va pour des intérêts court-termistes, pour des intérêts mercantiles et pour en fait le profit de quelques-uns. Donc nous, à Sciences Citoyennes, l'idée c'est de dire mais non, la recherche, ça doit avant tout aller au profit du plus grand nombre, au profit des citoyens. Et le peu d'argent public qui est encore consacré à la recherche publique doit être de l'argent qui est consacré à des orientations de recherche qui sont décidées par le public. D'où, bon, on rejoint là ce que vient de développer Jacques. Et donc, nous, ça nous paraît, donc, quand on dit qu'il faut construire des passerelles entre la recherche institutionnelle et le tiers secteur scientifique, c'est pas seulement faire de la vulgarisation scientifique, parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être un biologiste averti pour avoir un avis sur les OGM, on n'a pas besoin d'être un physicien averti pour avoir un avis sur le nucléaire. Néanmoins, ça peut être intéressant d'avoir des connaissances un peu techniques, parce que dès lors qu'on aborde les aspects sanitaires, environnementaux, y compris les aspects éthiques, etc., on peut avoir besoin de connaissances un petit peu techniques sans rentrer dans le détail des choses, mais un minimum. Donc ça fait partie des passerelles qui peuvent être mises en place et qu'on essaie de mettre en place à une échelle associative, mais qui pourrait être généralisée. D'ailleurs, dans la mission des chercheurs, c'est officiellement le cas, la diffusion du savoir. Ça fait partie de la mission du chercheur. Quand je parle de la diffusion du savoir, c'est au-delà de notre mission universitaire auprès de nos étudiants. Hein. Mais le problème, c'est que dans les critères de valorisation du chercheur, cette diffusion du savoir n'est pas du tout prise en considération. Hein. Et bien souvent, pour le peu qu'on fasse de la diffusion de manière un petit peu critique, on va considérer même que l'on fait un petit peu de la politique avec notre activité de recherche, mais pas de la diffusion du savoir. Hein. Donc ça, c'est bien sûr, cette passerelle, cette diffusion du savoir est très importante, mais nous, on va beaucoup plus loin en disant, voilà, comment peut-on imaginer, par exemple, que l'on puisse mener à bien un projet de recherche, agronomique, par exemple, sans interagir étroitement avec ceux-là même qui ont inventé l'agriculture, qui ne sont pas les chercheurs ni même les agronomes, mais qui sont les paysans. Or, aujourd'hui, on nous amène des technologies clés en main, faites par des mecs en blouse blanche dans une tour d'ivoire, qui n'ont jamais enfilé une paire de bottes pour aller rencontrer un paysan. Alors, on marche sur la tête. Et alors, je prends cet exemple-là parce que je suis très impliqué sur le débat OGM, et voilà, donc c'est un exemple qui parle. On a par exemple un exemple de recherche participative, puisque sous l'impulsion de Sciences Citoyennes, la recherche participative a été mise en place à la région Île-de-France sous les 2 dernières mandatures. Hein, malheureusement, ça vient d'être supprimé. Là, ça s'appelle les projets PICRI, partenariat entre institutions et citoyens pour la recherche et l'innovation. Moi, j'ai moi-même bénéficié d'un projet de recherche PICRI, mais pour vous donner un exemple très illustratif, on a une collègue de Sciences Citoyennes qui s'appelle Isabelle Gaudringer, qui est directeur de recherche à l'INRA, et qui a coordonné un projet de recherche participative pour développer la sélection de semences de blé, semences paysannes de blé, pour développer le pain bio de qualité en Île-de-France. C'est un projet pluriannuel qui a été financé en 2005, qui a dû se terminer en 2009 ou quelque chose comme ça, ou 2010. Et c'est quelque chose qui a été fait en partenariat entre des chercheuses de l'INRA
bon, je dis des chercheuses parce qu'il y a Isabelle et puis une autre, j'ai perdu son nom, qui est également directeur de recherche à l'INRA, qui sont membres de Sciences Citoyennes, et les paysans du réseau Semences Paysannes, le groupe d'agriculteurs biologiques, et le GAB, etc. Donc voilà, et donc ce sont des chercheuses qui passent plus de temps avec les paysans dans les champs avec leurs bottes qu'en blouse blanche dans leur labo. Nous, c'est comme ça que l'on conçoit la recherche. Alors, pour des sujets de recherche finalisés, ça se comprend assez aisément, mais ça peut s'étendre à d'autres sujets de recherche. C'est un peu plus compliqué sur les sujets de recherche purement fondamentaux, parce que ça fait appel à des compétences qui sont souvent spécifiquement celles d'un chercheur, enfin, qui font appel à des compétences et des connaissances qui sont celles du chercheur. Mais même si ce système peut être aussi critiqué, il y a eu des grands projets, par exemple au Muséum d'Histoire Naturelle autour des papillons, etc., où on faisait appel à des entomologistes qui sont souvent des gens qui ne sont pas des scientifiques, mais des entomologistes amateurs, hein, qui sont passionnés par les insectes, et qui étaient volontaires pour aller recenser les papillons qui venaient butiner dans leur jardin, etc., sur des critères qu'on leur avait appris en amont. Donc il y avait une sorte de formation en amont, et ces gens-là participaient. Alors il y a des limites à ce système-là, hein, c'est que ça peut être aussi une manière de détourner l'emploi dans la science, hein, et donc d'utiliser le bénévolat citoyen pour faire un projet à moindre coût. Donc il faut aussi avoir cet aspect critique en tête, mais voilà, il n'y a pas de système parfait. Mais en tout cas, c'est vrai que dans la recherche fondamentale, c'est plus compliqué, mais dans la recherche finalisée, et dans le domaine des sciences sociales et humaines, évidemment, ça s'applique parfaitement, ça se met parfaitement en œuvre, et également dans le domaine, et là je vais rejoindre ce que disait Jacques, dans le domaine de l'expertise. Dans le domaine de l'expertise, parce qu'aujourd'hui, les citoyens sont mis devant le fait accompli sur des choix technologiques, enfin, qui ne sont pas des choix d'ailleurs, ce sont des impératifs technologiques, donc on les met dans le fait accompli, que ce soit les OGM, le nucléaire, les nanotechnologies, la biologie de synthèse, etc., j'en passe et bien d'autres. Et évidemment, comme la recherche est de plus en plus financée par des intérêts privés à court terme, ça crée des dérives extrêmement graves en termes d'évaluation sanitaire et environnementale, en termes d'appréciation de ces technologies, en termes des retombées, qu'elles soient éthiques, économiques, sanitaires, environnementales, tout simplement parce que le temps que demande l'évaluation n'est pas compatible avec l'urgence des brevets et des profits. Et ensuite parce que, au nom du secret industriel, les évaluations sont faites par des laboratoires choisis par les firmes qui produisent les produits en question. Et au nom de ce même secret industriel, on n'a pas accès aux données brutes des analyses qui sont faites par ces laboratoires. Et donc on ne peut pas faire de contre-expertise. Or l'expertise doit être contradictoire, doit être transparente, et doit être citoyenne, parce que les citoyens sont les mieux placés lorsqu'ils sont les premiers, nous sommes tous en tant que citoyens les premiers exposés aux produits des technologies, et nous sommes souvent les mieux placés, je ne parle pas là en tant que scientifique, je parle en tant que citoyen, les citoyens sont les mieux placés pour pouvoir poser les bonnes questions et pour pouvoir élaborer une véritable expertise. Et la recherche participative de ce point de vue est extrêmement intéressante également. Pourquoi ? Parce qu'on a vu naître de nombreuses associations de défense des consommateurs, de défense de l'environnement, etc., qui ne sont pas là comme intermédiaires entre ceux qui promeuvent les technologies et ceux qui les utilisent, ou ceux auxquels on les impose, mais qui sont là comme boucliers, c'est-à-dire pour protéger les citoyens d'une éventuelle carence d'évaluation sanitaire et environnementale. Et la recherche participative transforme ce rôle de bouclier en véritable rôle d'interlocuteur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ces associations vont être partenaires d'un projet de recherche participative qui va consister, par exemple, à évaluer une technologie. J'en parle, c'est le projet de recherche participative que j'ai coordonné, notamment autour de l'évaluation des OGM. Et donc, ça veut dire que ces associations qui s'intéressent à ces questions vont pouvoir contribuer à l'élaboration des protocoles avec les scientifiques. Alors, quand on dit ça à des scientifiques hyper-scientistes qui sont moulés à la louche dans le système depuis leur première année universitaire, ils ont du mal à comprendre, disant le citoyen est trop con, ne peut pas comprendre comment il va élaborer un protocole. C'est extraordinaire, au contraire, d'interagir avec des personnes qui sont complètement extérieures au système et qui vont toujours nous ramener les pieds sur terre, et nous, je ne dis pas ça parce que je m'appelle Vélo, on a le nez dans le guidon en tant que chercheur. Et là, effectivement, les citoyens vont nous apporter un éclairage extraordinaire et vont nous permettre de construire un protocole, et ces citoyens vont donc participer, même si parfois, évidemment, dans certains détails techniques, ils vont être un petit peu perdus, mais c'est pas grave, nous aussi, on peut être perdus sur d'autres aspects un peu plus auxquels on n'a pas pensé, et qui vont nous venir en lumière grâce aux discussions avec ces acteurs, ces partenaires sociétaux. Et on va pouvoir, ces partenaires sociétaux vont pouvoir participer à l'élaboration du projet, suivre les résultats,
et pouvoir être capable véritablement de communiquer ces résultats et d'interagir avec les pouvoirs publics, par exemple, pour être capable, avec des arguments extrêmement pertinents, de demander une révision des processus d'évaluation, etc., de demander une révision des normes des DJA, des doses journalières admises, enfin, etc., etc. Donc, du coup, ça en fait plus simplement des citoyens qui disent « un scientifique nous a dit que », c'est vraiment des interlocuteurs à part entière qui ont pris part au projet, au processus d'expertise, l'expertise citoyenne. Là encore, c'est vraiment une manière d'éviter de mettre les citoyens dans le fait accompli. D'abord parce qu'en amont, ils vont participer au choix d'orientation technologique, comme en a parlé Jacques, etc. Et on peut les faire participer à travers des conventions de citoyens, mais également a posteriori, même sur des choix technologiques qui auraient été choisis par la société, ça n'empêche pas de faire des évaluations a posteriori, ça restera toujours nécessaire, et ça peut être fait en partenariat et en toute transparence avec les acteurs de la société civile. Voilà, donc ça me semble vraiment tous ces aspects essentiels pour pouvoir remettre la recherche au service du bien commun et faire en sorte que les citoyens soient des véritables acteurs. Et évidemment, Jacques, mais je vais terminer là-dessus, faisait allusion au fait que j'allais sans doute parler de l'alerte. Oui, parce que pourquoi l'alerte et l'expertise devient aujourd'hui cruciales, c'est tout simplement pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est qu'à partir du moment où on a des carences et des opacités d'évaluation, parce que l'évaluation est faite par les laboratoires choisis par les entreprises qui promeuvent les produits en question, et parce qu'au nom du secret industriel, ils ne communiquent pas leurs données brutes, etc., et qu'on a une opacité totale, bien évidemment, l'alerte prend toute sa place. Simplement, déconnecter l'alerte de l'expertise n'a pas de sens, justement pour cette raison-là. D'abord parce qu'il peut aussi y avoir, l'alerte elle-même doit être expertisée, parce qu'il peut y avoir des fausses alertes de toute bonne foi, mais des fausses alertes, parce que celui qui lance l'alerte n'est pas forcément un expert. C'est simplement quelqu'un qui est confronté par son activité professionnelle, militante, associative, à un danger potentiel, et il décide d'en alerter les citoyens, les pouvoirs publics, mais il n'est pas forcément expert. Et l'alerte doit être elle-même expertisée. Et ça évitera à certaines personnes comme le MEDEF de dire « nous, on ne veut pas qu'il y ait de protection des lanceurs d'alerte parce qu'on va crier au loup et parce que c'est une entrave au principe de subordination. » Vous voyez ? Donc oui, ça c'était leur argument au Grenelle de l'environnement pour s'opposer à une loi et à une haute autorité de l'alerte et de l'expertise, à une loi de protection de l'alerte et de déontologie de l'expertise. Donc c'est vraiment important que dans ce contexte-là, si on a une expertise citoyenne, où les citoyens sont acteurs de l'expertise, évidemment, le problème de l'alerte, à la limite, ne s'oppose plus, parce qu'on dit toujours, oui, il faut une loi de protection des lanceurs d'alerte, mais dans une démocratie bien faite, on n'a même pas besoin d'une loi de protection des lanceurs d'alerte. À la limite, on aurait besoin d'une loi pour attaquer les couvreurs d'alerte, mais pas pour protéger les lanceurs d'alerte, parce qu'il n'y aurait plus besoin de lancer des alertes, parce qu'il y aurait une expertise indépendante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 5 ou 6 lois différentes dans lesquelles on a fait un saupoudrage de l'alerte, et où l'alerte est totalement déconnectée de l'expertise. Et ça, c'est le meilleur moyen de vider la question de sa substance. Donc, en fait, si on passe par une expertise transparente, une expertise citoyenne, une expertise contradictoire, je dirais que le problème de l'alerte devient presque un problème secondaire. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais tous ces aspects sont bien sûr intimement liés. Et aujourd'hui, voilà, on a les citoyens d'un côté qui subissent, et puis on a alors, ce qu'on appelle la science, qui d'ailleurs n'a rien de scientifique. On confond d'ailleurs la science et l'innovation. L'innovation, je crois que ça relève du ministère de l'Industrie. La science, ça relève du ministère de la Recherche. Or, on parle de recherche, et on parle toujours de recherche et d'innovation, et on utilise le mot science pour parler en fait d'innovation. Et on nous dit la science est forcément synonyme de progrès, et donc là-dedans on met plein de choses, les technologies OGM et autres choses, on nous dit c'est de la science. Ben, c'est pas de la science. Ça n'a rien de scientifique, d'ailleurs c'est des technologies brouillon, mal évaluées, ça relève de l'innovation, ça ne relève pas de la science. Alors dernier point quand même, parce que le problème c'est le financement. De dire c'est bien gentil de faire de la recherche participative, mais on la finance comment ? Si Jean-Luc il retourne sur France 2, il aura encore l'anglais qui va lui dire « Mais d'accord, mais comment vous financez ça ?» Et puis ça cric à côté. Donc le financement, il est tout trouvé. C'est le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, vous savez comme moi ce que c'est, cette niche fiscale qui a été mise en place pour soi-disant développer l'emploi scientifique et l'investissement dans le domaine de la recherche pour les entreprises qui sont dotées d'un département recherche et développement. Alors,
Il paraît que ça n'a pas trop mal marché pour les PME, c'est possible. Pour les grosses entreprises, c'est le fiasco complet. Hein, prenons l'exemple de Sanofi, puisque c'est quand même une niche fiscale en échange de la création d'emplois. Sanofi, ces dernières années, a licencié 2000 personnes dans le domaine de recherche et développement. Hein. Alors que depuis 2008, Sanofi touche entre 125 et 130 millions d'euros d'abattement fiscal par an. 125 et 130 millions par an d'abattement fiscal depuis 2008. Vous allez rencontrer tout à l'heure Science en Marche qui ont fait une très belle étude là-dessus, qui montre que le détournement à l'échelle du pays entier est de l'ordre de 6 milliards entre 2007 et 2012. Donc avec 6 milliards, on finance un paquet de projets de recherche participative. Un projet de recherche participative à l'échelle de la région, c'était 200-250 000 euros. Quand en même temps la région donne 1,5 million d'euros au Génopole d'Ivry qui va, au prétexte de résoudre les maladies génétiques, on attend toujours les résultats, nous développer des OGM cachés avec différentes technologies, etc., de manipulation du génome. Voilà, donc il y a peut-être des choix là qui sont... voilà. Et puis il faut aussi une certaine cohérence, parce qu'on ne peut pas en même temps financer, comme certaines régions, bon ça n'engage à rien, mais elles se sont engagées par exemple pour une région sans OGM, puis en même temps vont les financer une entreprise qui développe des technologies pour faire des OGM cachés, c'est-à-dire des OGM qui ne disent pas leur nom, qui échappent au champ d'application de la directive européenne sur la législation OGM, par exemple. Donc là, il y a une certaine cohérence à avoir, bien sûr, quand c'est une politique régionale, mais a fortiori également quand c'est une politique nationale. Et donc voilà, donc, ce que je voulais... j'arrête là, parce que je pourrais encore parler des heures, donc je vais m'arrêter et répondre à d'éventuelles questions si vous avez. Ok. Bon, j'ouvre le feu. J'avais des questions qui sont évidemment liées aussi à une préoccupation qui est institutionnelle. En particulier, bon, cette proposition concernant les conventions de citoyens, elle est intéressante et je l'imaginais même dans une perspective de 6ème République, c'est-à-dire de réécriture de la Constitution, et en particulier dans une forme de recyclage, enfin pas de recyclage, mais de réformation réelle du Sénat. Et je me demandais s'il y avait une espèce de destination possible de ces conventions et de faire enfin du Sénat une chambre utile, c'est-à-dire une chambre qui ne double pas ou ne serve pas en tant que... Enfin, ne double pas en fait l'Assemblée nationale, mais serve réellement une forme de contre-pouvoir, ici un pouvoir consultatif, si je comprends bien, où finalement le Sénat serait une courroie de transmission des initiatives et de l'expertise citoyenne, cette fois-ci. Et aurait comme ça une capacité d'influencer, ou en tout cas d'indiquer à la Chambre qui détient véritablement le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale, d'indiquer les orientations nécessaires, conformes à l'intérêt général, etc. Et ensuite, l'Assemblée nationale fait son travail. Mais est-ce que vous avez... Absolument. Ouais. Là on sort du champ étroit de la recherche, mais je suis d'accord, hein, puisque moi c'est ce que je défends dans le groupe Les Insoumis de Robinson. Le groupe d'appui, ouais. Un groupe d'appui, et on est en train de préparer justement une proposition dans laquelle on propose que les conventions de citoyens deviennent constitutionnalisées, parce que tant que ça n'est pas légalisé, ça peut être traité n'importe comment, il peut y avoir des magouilles, il peut y avoir des facilités, comme actuellement, je dis payer les citoyens, ne pas les tirer au sort, tout ça doit être normalisé pour être crédible, et pour être reproductible, et pour être sérieux, et pour être pris en compte par les politiques qui, au bout du compte, vont se servir de ça pour prendre leurs décisions. Donc il faut que ce soit crédible, y compris que des députés pourraient très bien être investis dans les comités qui organisent les conventions de citoyens. Il faut, c'est dans notre projet de loi tout ça. Hein. Donc il y a cette idée-là qu'on défend au niveau politique cette fois, au-delà de la recherche, hein, mais y compris pour la recherche bien sûr et l'innovation. Et puis à propos du Sénat, l'idée que moi je défends, et apparemment les gens sont emballés quand on leur en parle, c'est de virer le Sénat, de le remplacer par une chambre des citoyens tirés au sort. Vous voyez que moi je suis beaucoup pour le tirage au sort, on pourra en parler, hein, puisque dans les conventions de citoyens ils sont tirés au sort. Un Sénat tiré au sort, c'est-à-dire que pour que notre République fonctionne, il faut bien qu'on ait des gens qui soient représentatifs, qui aient été élus, qui sont mandatés, qui sont responsables, c'est les députés, on continue de les élire. Mais pourquoi continuer d'élire en plus d'une façon qui est complètement tarabiscotée des sénateurs, qui ne sont pas élus directement par les citoyens? Pourquoi ne pas tirer au sort dans la population des gens qui feraient office? Ça s'appellerait plus des sénateurs, ce serait la Chambre des citoyens. Et la fonction de cette Chambre des citoyens,
ce serait de contrôler, comme c'est à l'origine de la République, de contrôler le travail des députés, de contrôler le travail des élus, pour éviter qu'ils ne respectent pas leurs engagements, pour éviter qu'ils tapent dans la caisse, pour éviter que les lobbies interviennent trop à l'Assemblée, toutes sortes de choses comme ça. Et ce serait d'organiser des conventions de citoyens sur toutes les controverses qui apparaissent dans la société, pour lesquelles la réponse n'est pas aux députés. Parce que c'est pareil, quand on parle de mandat obligatoire pour les élus, mais on ne peut envisager un mandat obligatoire que pour des choses déjà connues. Mais si l'année prochaine, il y a une technique qui apparaît, qui va révolutionner complètement la médecine ou l'agriculture, les députés n'ont pas été élus pour ça. Or, il faudra bien qu'ils prennent une position qui sera dictée par les lobbies. Ça veut dire que il faut... Moi, je suis pour la démocratie permanente. Donc, il faut qu'il y ait... on pourrait en parler pour le tirage au sort des conventionnels, c'est déjà un premier point. Mais ensuite, cette convention, elle ne peut pas contenir tout ce qu'il y aura pendant des années. Il faut qu'il y ait une souplesse et qu'il y ait une possibilité de réintervention du citoyen par le biais des conférences de citoyens, des conventions de citoyens, par le biais de cette assemblée citoyenne, la Chambre des citoyens. Il faut qu'il y ait en permanence un lien entre le pouvoir, donc les élus et la Chambre des citoyens, et la société. Donc, ce serait la démocratie permanente. Et ça me paraît quelque chose de très... Donc ça répond tout à fait à votre question. Il y a là quelque chose, et il me semble, c'est ce que j'ai dit, Alexis Corbière est venu nous visiter, on a eu une discussion là-dessus. Moi je lui ai dit, si Jean-Luc Mélenchon veut vraiment répondre au ras-le-bol des gens, ras-le-bol des politicas, ras-le-bol des tous pourris, ras-le-bol on ne nous demande rien, on fait le contraire, bon, eh ben, il faut avoir beaucoup plus d'audace que dans le programme actuel, je peux dire. Il faut avoir de l'audace, et l'audace, c'est de mettre les citoyens en commande. Et mettre les citoyens en commande, c'est pas de la démagogie. Ça peut très bien être régulé par des procédures comme ça, qui sont des choses sérieuses, des choses encadrées, mais où les gens peuvent exprimer quelque chose. Donc moi, je crois que c'est... Là, il y a une carte à jouer très forte, qui, d'après mon expérience, je fais des conférences toutes les semaines, et quand je parle de ça, tout le monde est enthousiaste. Pour les conventions de citoyens, pour le Sénat tiré au sort, tout le monde est enthousiaste. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait récupérer pour en faire du programme politique. Ouais, je comprends. Alors, moi j'ai justement une question peut-être plus technique, parce que j'ai un doute sur votre affaire. Oui. C'est-à-dire des gens tirés au sort, des gens pas payés et des gens profanes. Et c'est sur les profanes. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus, donc là vous avez parlé même d'un protocole, c'est-à-dire qu'on va constituer cette conférence, cette convention. C'est conventionnel, on va les rechercher. Mais se pose toujours le problème de voilà, qui décide des critères, voilà, c'est quoi quelqu'un de profane? C'est quoi quelqu'un de vierge de toute connaissance ou de... C'est très simple, c'est-à-dire il y a un tirage au sort qui est fait sur les listes les plus abondantes, c'est les listes électorales. Oui. Bon. Donc c'est un institut de sondage qui fait ça parce que c'est un boulot de technicien de faire ce tirage et de préparer le jury, avec comme consigne de tirer au sort là-dessus. Pour avoir la quinzaine de personnes au bout du compte, il faut en tirer 200 à peu près. C'est ça dans l'expérience. On tire 200 personnes au sort, et ensuite on leur téléphone, ou on va les voir, c'est encore mieux. On leur dit, voilà, vous avez été élu par le sort pour faire partie d'un groupe qui va bosser, où vous ne serez pas payé, mais vous serez indemnisé bien sûr de vos frais, on vous paiera le train, l'hôtel, la garde des enfants, enfin tout, bon, rien. Mais vous ne serez pas payé. Et vous travaillerez avec des gens comme vous, des gens qui ont été tirés au sort. Et est-ce que vous êtes d'accord? Bon, là-dessus, il n'y en a plus qu'un tiers qui dit oui. Donc il en reste 60. Ensuite, on va demander à tous ces gens, aux 60 qui restent, est-ce que vous avez une idée sur le sujet, par exemple si c'est les OGM, ou le nucléaire, le débat CIGEO par exemple, est-ce que vous avez une idée sur les déchets nucléaires, sur l'industrie nucléaire? Et si la personne a déjà un point de vue, on n'apprend pas. Donc c'est ça qui vous choque apparemment. On n'apprend pas parce que sur un groupe d'une quinzaine de personnes, si on a des gens qui ont déjà un savoir, ils vont d'abord accaparer le débat, ils vont écraser les autres, ils vont orienter complètement. Donc on n'a pas d'illusion, personne n'est neutre et complètement vierge de la vie. Mais de prendre les gens les plus vierges possibles, qu'on appelle les profanes, ils n'ont pas d'idée d'une part, et d'autre part ils n'ont pas d'accointance. C'est-à-dire, c'est arrivé pour le débat CIGEO, il y a une dame qui a été tirée dont le mari était ingénieur au CEA. Ils ne l'ont pas prise. Ils ne l'ont pas prise parce que ça communique un peu, c'est contagieux ça. Donc on ne prend pas les gens comme ça. Alors, mais il y a assez de citoyens dans la nation pour arriver à trouver ce qu'il faut. Chaque fois on prend le suivant dans le tirage au sort si on n'a pas le compte. Hein.
Et c'est tout ce qu'on demande aux citoyens. Puis le reste, c'est de faire un groupe constitué le plus divers possible. Alors c'est facile, classe d'âge, sexe, métier, origine géographique, bon, les catégories socio-professionnelles que les sociologues qui sont dans les instituts de sondage connaissent bien, ils fabriquent un groupe comme ça de 15 personnes. Et ce groupe-là va ensuite être... Le plus compliqué, c'est quelle est la formation qu'on leur donne. Parce que c'est facile de dire on leur donne une formation complète. Et c'est ça en général dans les conférences de citoyens, mais c'est jamais explicité. Nous, on a imaginé dans notre projet de loi que pour avoir une formation complète, il fallait que les organisateurs créent un comité de pilotage dans lequel ils mettent des experts ou des gens qui sont apparus dans le débat, dans la controverse, avec des positions différentes. Parce que ça marche quand il y a controverse. On ne peut pas soulever un problème que la société ne s'est pas posé. C'est parce qu'il y a un problème dans la société. Et il n'en manque pas, il y en a des dizaines. Bon. Eh bien, on va donc prendre des gens qui ont exprimé des points de vue, soit en écrivant un article de presse, en écrivant un livre, en montant une association, en faisant... Des gens qui ont des points de vue différents sur le sujet. Ceux-là vont constituer le comité de pilotage. Mais ce n'est pas encore eux qui vont donner la formation. Ils vont faire que construire le programme de formation. Et par consensus. C'est-à-dire, ils vont se mettre d'accord pour dire, il faut que pendant 1h30, on parle de tel problème. Par exemple, si c'est CIGEO, est-ce que l'argile du sous-sol à 800 mètres est compétent pour empêcher la radioactivité? Bon, eh ben, on va choisir un expert pour parler de ça, et par consensus, entre gens qui ne sont pas d'accord sur le thème du nucléaire, en l'occurrence, si c'est celui-là. Et de cette façon, on va avoir la meilleure objectivité possible, parce qu'on va avoir un consensus, c'est-à-dire un accord, de gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur la thématique, mais un accord pour ce que représenterait un programme idéal de formation, donné à des profanes. Oui, c'est compliqué à obtenir, mais ça marche. C'est compliqué à obtenir, surtout quand vous traitez de sujets, par exemple, sur lesquels il y a une controverse justement scientifique, avec des gens qui obtiennent ou prétendent obtenir des résultats complètement différents, etc. Alors comment vous constituez ce consensus? Alors ça, c'est les experts. Là, il s'agit de gens qui ont exprimé, qui ont un point de vue, mais ça a été fait pour le débat CIGEO, pour le débat sur les ondes, les antennes relais à Paris. Ça a été... Et vous avez réussi à trouver des gens qui construisent un consensus? Nous, on a construit juste un projet de loi, des idées, mais qui ont été reprises. Et il se trouve que une des personnes avec qui on a fait ce projet de loi, une juriste, qui s'appelle Marie-Angèle Hermite, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a travaillé beaucoup avec nous et qui est compagnon de route de sciences citoyennes. Elle est vraiment complètement carrée. Elle est tout le temps présidente du comité de pilotage des conférences de citoyens. Et elle tire pour essayer d'empêcher les déviances qui sont faites pour des soucis d'économie, qu'il faut répondre rapidement et tout. Et elle arrive à corriger le truc, et chaque fois, elle arrive à obtenir ça. Alors, c'est une grande bagarre entre les gens pas d'accord entre eux pour désigner, parce que non seulement il faut désigner des gens, mais il faut désigner des gens compétents aussi pour enseigner, qui soient pédagogues quand même, qui soient capables de répondre. Donc il y a une compétence, un peu de pédagogie, et puis de doser ça, puisque chacun va introduire là-dedans son point de vue par le biais d'un expert qui va venir faire exposer aux citoyens et répondre à leurs questions. Et c'est un truc qui dure sur 2 week-ends, je vais un petit peu vite, mais sur 2 week-ends il y a cette formation, des week-ends espacés pour que les gens qui en même temps reçoivent ce qu'on appelle des cahiers d'acteurs, c'est-à-dire des documents qui sont produits par la société civile, par l'industrie, par l'administration, la recherche, n'importe qui, des documents qui parviennent au comité d'organisation et qui sont triés par le même comité de pilotage sur la même base pour éviter d'avoir une tonne de documents à donner à chaque citoyen. Les documents, c'est des livres, des articles, des films, mais pour donner quelque chose de représentatif de cette disparité d'idées qu'il y a sur le sujet. Donc c'est pareil, les choix sont faits par le comité de pilotage qui est pluriel et contradictoire. Et donc, ça veut dire qu'entre les week-ends de formation, les citoyens ont de quoi s'amuser. Puis ils peuvent se téléphoner, ils peuvent converser. Et puis il y a un 3e week-end, et c'est les citoyens eux-mêmes qui demandent à entendre des experts qu'on ne leur avait pas proposés. C'est-à-dire qu'ils sont devenus assez compétents sur le sujet pour voir qu'il y a un trou là. Ils voudraient un anthropologue, ils voudraient un généticien de telle spécialité, et c'est extraordinaire. Et donc ils demandent à faire comparaître des gens comme ça. Ensuite, une fois ils discutent évidemment entre eux aussi, et ensuite ils vont rédiger leur avis. Et c'est extraordinaire si vous regardez ne serait-ce qu'à la fin de mon bouquin, ce que personne ne lit, parce que j'ai fait l'erreur de mettre ça en annexe. J'aurais dû le mettre dans le cœur du livre. Mais si vous regardez seulement l'annexe, où je fais une analyse critique, parce que
jusque-là, il n'y a aucune conférence de citoyens qui a été exactement comme ce qu'on propose. Mais il y en a quand même qui se rapprochent. Et on voit des choses extraordinaires. Pas seulement, mais dans ce qui est proposé, justement dans l'altruisme dont je parlais, et dans l'intelligence. Imaginez des trucs comme par exemple la taxe sur le gazole des avions, sur le kérosène. C'est venu d'une conférence de citoyens en 2002 sur les changements climatiques, dans laquelle j'étais impliqué, c'est là que je me suis éveillé à la chose. La taxe sur le kérosène, c'est venu de là. Mais il y a plein de trucs dans la première conférence de citoyens qui a été magouillée par Jean-Yves Lodéo, député pro-OGM. Il a organisé, avec l'office parlementaire, une conférence de citoyens sur les OGM, mais il y avait encore Marie-Angèle Herbit, c'était la première fois, puisque c'est la première conférence de citoyens, qui a réussi à mettre en expert quelques paysans, agronomes, qui étaient opposés aux OGM et qui n'avaient pas été prévus par l'organisateur. Et ça a complètement changé. C'est-à-dire que les gens ont été très sensibles à leur discours, et à partir de là, ils ont donné un avis qui est extraordinaire, qui aujourd'hui encore mériterait d'être relu pour qu'on puisse dedans. Mais déjà, par exemple, ils étaient pour l'étiquetage obligatoire des OGM. Il a fallu attendre 5-6 ans pour que ça se fasse. Mais c'est venu de là. Ils étaient pour que dans les commissions de spécialistes, la commission de génie biomoléculaire, qui est devenue le Haut Conseil des biotechnologies, justement s'est transformé, le comité de génie biomoléculaire s'est transformé en Haut Conseil des biotechnologies en se découpant en 2 sous-comités à la demande de ce qu'avaient fait les citoyens en 98, c'est-à-dire un comité d'experts techniques, la science dure, et un comité de société civile, d'éthique, de sciences humaines, qui peut apporter un point de vue différent. Et ça, c'est venu de la Convention de citoyens. Il y a plein de choses comme ça. Donc, dans toutes les conférences de citoyens, sauf une qui a été très mauvaise, dans toutes les autres, il y a eu des retombées tout à fait intéressantes. Donc c'est possible, on voit que ça marche. Et puis, dans l'étranger, c'est pareil. Il y a eu plein de trucs. Mais pour vous montrer ce que c'est que l'altruisme des gens, et comment ils sont, ce que c'est que d'être détaché de son bien personnel, dans les années 90, il y a eu un jury citoyen aux États-Unis qui a demandé l'augmentation des impôts. C'est pas extraordinaire, ça? Imaginez. Bon, c'est-à-dire qu'ils proposent des gens des choses qu'on ne pourrait jamais mettre dans un programme électoral, on est sûr de ne pas être élu. Ils demandaient l'augmentation des impôts parce qu'il fallait payer des impôts pour gna gna gna. Bon, je ne crois pas qu'il y ait une autre institution, un autre groupe qui peut arriver à une audace pareille. De même, il y a eu, aux États-Unis aussi, il y a eu un jury citoyen qui a demandé que tous les programmes des candidats aux élections soient examinés par un jury de citoyens, pour qu'on puisse soulever les contradictions, les impossibilités. Ce serait très utile actuellement. Bon, évidemment, on a décrété que ce n'était pas possible, donc ça a été interdit. Mais bref, il y a une histoire quand même déjà des conférences de citoyens, et avec les améliorations que nous proposons par ce projet de loi, il y a moyen d'en faire vraiment un outil extraordinaire et qui irait beaucoup plus loin que les sujets techniques sur lesquels ça a été jusqu'ici utilisé dans le monde entier. Oui, alors justement, j'ai une question sur les sujets eux-mêmes qui sont... Voilà, c'est vraiment le travail en amont, parce qu'on sait très bien qu'on peut manipuler un résultat par la question qu'on pose. Alors, vous avez en partie répondu en disant que, mais en fait, les citoyens ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent faire bifurquer une question initiale. Mais néanmoins... Les citoyens reformulent la question eux-mêmes, progressivement. Et quand ils rendent leur avis, ce n'est pas le même titre que le titre initial qu'on avait convoqué. Donc ils reformulent, à partir de ce qu'ils ont appris, pour éviter tous les pièges, ils reformulent la question. Ils disent, voilà, nous, c'est ça qui nous intéresse, on veut parler de ça. Ils peuvent ne prendre qu'un petit bout, par exemple. Ou au contraire, ils peuvent élargir le sujet. D'accord. Et en allant en amont, c'est-à-dire qui décide de quelle question on va trancher? Alors, là, dans notre projet de loi, il est question que ce soit un certain nombre de députés, ou que ce soit le Conseil économique et social, ou que ce soit une pétition avec un certain nombre de signataires. À mon avis, beaucoup trop. Je crois qu'on a mis 500 000, je crois, mais je crois que c'est beaucoup trop. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Il en aurait 50 000, ce serait bien. Et bref, c'est des détails, ça. Mais il y a plusieurs possibilités, donc, de convoquer une convention. Et nous, ce qu'on proposait dans notre projet de loi, c'est qu'il y ait une institution qui soit chargée d'organiser les conventions de citoyens. Donc ça pourrait être éventuellement le Conseil économique et social, qui aurait une nouvelle section chargée de ça, avec ses propres statisticiens pour organiser les groupes, le tirage au sort. Ça coûterait beaucoup moins cher qu'avec les instituts de sondage privés, qui se font un beurre pas possible avec ça, et qui truquent complètement.
Donc ça pourrait être là, ou ça pourrait être au niveau de la Commission nationale du débat public, qui ne sait pas trop quoi faire actuellement. Donc je dois dire, j'ai rencontré les présidents de ces deux institutions, il y a déjà plusieurs années, qui tous les deux m'ont dit « c'est extraordinaire votre truc ». En gros, voyant ça comme une issue pour la survie de leur organisme, mais il n'y a pas eu de suite. De même avec les députés, sénateurs que j'ai pu rencontrer, ils trouvent tous que c'est extraordinaire, mais il ne se passe rien. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là pour laisser la place, sauf s'il y avait une question suivante. Une question pour M. Deluc. Enfin, moi, pas personnellement, mais Bon, non, moi je la dernière, du coup. D'accord, on a combien de temps? Je peux juste ajouter un truc qui me paraît important dans les conventions de citoyens. C'est qu'on nous dit souvent, oui, mais enfin 15 personnes tirées au sort, même avec la meilleure volonté, il peut y avoir une connerie. Il peut y avoir un leader d'opinion dans le groupe, la question peut être mal posée, il peut y avoir une magouille. Moi je dis, on en fait 3 sur le même sujet, indépendamment. Il y a un comité d'organisation, 3 comités de pilotage, 3 jurys de citoyens, travaillant indépendamment mais simultanément pour que l'un n'influence pas l'autre, et je dirais même au niveau international, parce que tous les sujets dont on parle, les OGM, les nanotechnologies, le nucléaire, ce n'est pas des sujets hexagonaux. Donc c'est l'ONU qui, rénovée, pourrait organiser des trucs pareils dans le monde, et on s'apercevrait que les citoyens du monde ont beaucoup plus de proximité que leurs dirigeants, qui s'empaillent pour des conneries, mais les gens ont à peu près les mêmes aspirations partout. Ce qui rejoint un peu l'initiative des tribunaux Russell, c'est-à-dire ces tribunaux Oui. populaires Oui. qui ont jugé, enfin, c'était Oui, mais il faut légaliser la procédure, autrement ça ne sert à rien. Et il faut, quand je dis qu'il faut que les élus soient obligés de tenir compte, évidemment, on ne peut pas obliger des élus de la République à suivre aveuglément l'avis de citoyens qui ne représentent rien, qui ont été tirés au sort, bon, hélas. Mais on peut les obliger à exprimer leur point de vue. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, sur chaque convention de citoyens, il doit y avoir un débat parlementaire avec une réponse nominale de tous ceux qui ne sont pas d'accord. Une réponse motivée. C'est-à-dire, mais pas seulement les noms, c'est-à-dire qu'il y ait des arguments. Oui, bien sûr, motivés, mais qui prendraient leurs responsabilités devant l'avenir. Oui. Alors qu'actuellement, ils fuient complètement, et le jour où il y a un pépin, ils diront oui, mais les chercheurs nous avaient dit que... Vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème. Et voilà, c'est le truc classique. Hein. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les comités d'expertise, on n'a que des collèges scientifiques. La seule exception, c'est le Haut Conseil des biotechnologies, où on a un collège économique, éthique et social qui est mal en point en ce moment. Mais au début, dans sa version provisoire, c'était le collège économique, éthique et social se réunissait autour de la même table que le collège scientifique et émettait un avis commun. Maintenant, le collège scientifique émet un avis et le collège économique, éthique et social émet des recommandations. Parce qu'il ne faut pas déconner, on ne va pas mélanger et s'arrêter les torchons. Donc voilà, et en fait, dans la plupart des comités d'expertise, on n'a que des collèges scientifiques qui sont en fait des collèges techniques, et on ne prend pas du tout l'avis des citoyens. Or, la première question pour une technologie, par exemple, qu'on doit se poser, c'est à qui ça profite? Et quelle est l'utilité sociale? Et quelles sont les alternatives? Et ça, c'est pas aux scientifiques d'y répondre, c'est à l'ensemble de la société civile. Donc ça, c'est complémentaire aussi des conventions de citoyens. C'est déjà dans les comités d'expertise, on pourrait déjà avoir un collège économique, éthique et social d'une part, un collège scientifique d'autre part, donc, et ce qui n'exclut pas bien sûr la convention de citoyens par ailleurs. D'accord. Et donc, y compris pour répondre à l'une de vos propositions qui était qu'il faudrait qu'il y ait une recherche décidée par le public, dès lors qu'elle est financée par le public. Donc ça voudrait dire que le modèle des conventions de citoyens pourrait s'appliquer disons, au monde universitaire. Absolument, absolument. Il pourrait y avoir des conventions de citoyens pour savoir quels sont... quel serait le projet de tel quels labo, pourraient être, et ça pourrait être plusieurs conventions de citoyens menées en parallèle pour effectivement voir quelles sont les grandes orientations de recherche, quelles sont les préoccupations des citoyens et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir se développer. C'est-à-dire que ça rencontrerait des résistances dans le Oui. Alors bien sûr, c'est pareil, si on fait ça avec une association de la myopathie ou de je ne sais quoi, bien sûr, tout va être orienté sur la maladie en question. Mais si on fait ça avec des citoyens profanes, vraiment, qui reçoivent des formations sur le... Voilà, c'est pas des lobbies en tant que tel. Voilà. Une association, quel que soit son but, c'est une forme de lobby. D'autant que ces conventions de citoyens se tiennent de façon discrète jusqu'à la fin, jusqu'à le rendu de leur avis, pour éviter des influences qui n'ont pas été prévues dans le programme de formation. Et qu'un formateur ne va pas les bouffer avec les citoyens. S'il a eu 1h15 pour discuter avec eux, c'est 1h15, c'est pas 1h20. Donc après, il disparaît. Je prends un exemple concret avec l'INRA. Le pourcentage, je n'ai pas le chiffre précis, mais le pourcentage d'activités et de moyens mis dans les biotechnologies par rapport à l'agroécologie.
Si on demande l'avis aux citoyens, ça ne va pas être le même pourcentage. Voilà, ça peut être des grandes orientations comme ça. Après, il ne s'agit pas de définir quel sujet précisément. Ouais, non, bien sûr. Travailler sur le gène machin, ou sur ceci, cela, ou sur l'impact, bon, je sais pas moi, des intempéries sur, Oui, parce que sur la actuellement, portée des c'est- lapins. Mais voilà, mais il peut y avoir des grands thèmes, des grands axes de définis. De dire plutôt l'agroécologie que les biotechnologies, plutôt les recherches. Actuellement, il y a un grand mystère pour cette définition. Pour savoir, même les chercheurs ne savent pas qui a décidé que ça c'était un axe prioritaire. C'est des trucs qui arrivent comme ça, parachutés par des lobbies industriels, par aussi des lobbies de la recherche. Et ça devient le sujet prioritaire. Mais c'est pas démocratique du tout. Un autre exemple, c'est l'argent phénoménal qui a été investi, qui a été mis dans le projet de séquençage du génome humain. Entre 2003 et 2000, ça s'est terminé en 2003, ça a duré 14 ans, hein, donc ça a dû commencer vers 90, 89. C'est terminé en 2003, 14 ans. Un projet monstrueux en termes de moyens financiers, en termes de moyens humains, etc. Si on avait fait des conventions de citoyens en amont, où les gens auraient reçu une formation qui explique que voilà, on a le même ADN dans toutes les cellules, depuis le bulbe des cheveux jusqu'à l'ongle incarné, et que pourtant une cellule du foie, c'est pas une cellule du cœur, c'est pas une cellule du rein. Donc l'ADN ne peut pas tout. Ben, personne serait tombé dans le piège en disant, en séquençant le génome humain, on va comprendre le vivant et on va résoudre les maladies génétiques. Mais non, parce que sinon, on savait déjà à l'époque, alors qu'on a le même ADN, les cellules n'ont pas la même fonction. Donc l'ADN n'est pas le chef d'orchestre du vivant, l'ADN ne peut pas tout. Les citoyens l'auraient tous compris, et personne n'aurait mis un copec en disant on va mettre un argent monstrueux pour aller séquencer le génome humain, comme ça se fait encore aujourd'hui, etc. Les gens auraient dit non, on va faire une recherche pluridisciplinaire pour comprendre tous les facteurs environnementaux, etc., qui peuvent intervenir. Et aujourd'hui, sans pouvoir lire dans le marc de café, probablement qu'avec tout l'argent qui a été mis depuis 25 ans dans la thérapie génique, à travers la collecte, la grande propagande annuelle faite sur France 2 avec le Téléthon. À mon avis, si on avait mis cet argent dans une recherche pluridisciplinaire, on aurait certainement des choses à proposer aux malheureux enfants en termes de maladies génétiques. Voilà, aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas dire dans le marc de café, mais probablement, parce qu'aujourd'hui, depuis 25 ans, on a mis les œufs dans le même panier. Ça, les citoyens sont capables de le comprendre dès lors qu'ils reçoivent une formation appropriée, contradictoire sur la question. Et il est évident qu'on aurait fait d'autres choix, d'autres orientations, avec de l'argent qui sort en partie des impôts des citoyens. Bon, je crois qu'on est obligé de finir, mais j'avoue qu'on pourra peut-être en parler Ouais, dans notre cadre. ouais. J'ai une question en fait sur la question des lanceurs d'alerte. Oui. Et en particulier, ce que je retiens, c'est que vous avez l'air de dire que si on organise une bonne expertise, il n'y a plus besoin de lanceurs d'alerte. C'est bien ça? Non, il y en aura toujours besoin. J'ai Mais pas qui dit avait- ça, c'est j'ai pas dit ça que vous avez que dit l'alerte n'aurait plus la même... La même fonction. Disons qu'elle ne serait plus aussi cruciale. Il y aurait moins d'alertes de fait. Pourquoi il y a des alertes aujourd'hui? Parce qu'il y a des opacités. Yvan Frachon avec le médiator, voilà. etc. C'est parce qu'on est dans le conflit d'intérêts, on a les gens qui s'auto-évaluent, on est dans un système consanguin. Donc forcément, l'alerte est cruciale dans ce contexte-là. Mais je dirais que si on prétend résoudre l'alerte en protégeant le lanceur d'alerte, c'est bien de protéger le lanceur d'alerte, mais ça ne suffit pas. Il faut encadrer l'alerte et il faut une déontologie de l'expertise. Si on n'a pas l'un avec l'autre, ça ne sert à rien. Et si on a une véritable déontologie de l'expertise et un encadrement de l'expertise, le problème de l'alerte, de fait, deviendra beaucoup moins crucial parce qu'il y aura beaucoup moins de cas d'alerte. C'est tout ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en affranchir et qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Il y en aura toujours besoin parce qu'il y aura toujours des biais. Mais c'est une manière de les limiter. D'accord, bien compris. Merci beaucoup. Merci. Ok, on vous laisse avec Merci Lucie, alors. d'avoir accepté notre invitation.